Les titres de cette édition, une conférence de presse a été animée ce matin par le président Issoufou Mahamadou et son homologue du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, en visite de travail dans notre pays. Précision dans ce journal. Ensuite, l'acheminement des pèlerins au lieu saint de l'islam a commencé ce matin avec le départ de 500 pèlerins inscrits à l'agence Al-Manasik. Détail dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout d'abord, retenez que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a animé ce matin une conférence de presse conjointe avec son hôte, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui effectue une visite d'amitié et de travail dans notre pays. La sécurité et la migration ont été au menu de cette conférence. Compte rendu Asmana China et Halidou Bourema. Deux sujets d'actualité ont dominé cette conférence de presse conjointe des deux chefs d'État, à commencer par la crise malienne, par rapport à laquelle le président Ibrahim Boubacar Keïta marque sa reconnaissance au Niger pour son engagement et sa détermination dans la recherche de solutions à cette situation. Le Niger, toujours dans la pertinence, dans le détail, en solidarité avec le Mali, analyse parfaite. Et c'est pas pour étonner. Quand on sait d'abord la proximité des deux chefs d'État, au plan politique, au plan idéologique, quand on sait également aussi que ces deux pays, qu'ils le veuillent ou non, ont vocation, mission historique d'être ensemble, géographie et l'histoire, destin lié, et que ce qui concerne le Mali concerne forcément le Niger, touche le Niger. C'est donc de manière fort intelligente que l'équipe du Niger a compris qu'il y avait là quelque chose qui concernait également le Niger. Et cette solidarité ne nous a jamais fait défaut. Et c'est heureux. C'est ce que je suis venu dire ici aujourd'hui. Notre reconnaissance parfaite au gouvernement et au peuple du Niger, au président Mahamadou Issoufou. Et donc, nous l'avons fait également hier seulement en Alger. Tout ça préfigure vraiment d'une Afrique sur le bon chemin, de la solidarité d'intérêt, de la compréhension toujours plus approfondie de nos réalités, au fin d'y trouver une solution commune. Les deux présidents ont répondu aux questions des journalistes relatives à un autre épineux sujet, celui de la migration. Au président Issoufou d'évoquer les raisons qui expliquent ces phénomènes. Les gens migrent, quittent là où il n'y a pas de paix, les pays qui ne sont pas en sécurité. Les gens partent des pays où un certain nombre de valeurs ne sont pas respectées, la démocratie, la liberté, etc. Et les gens quittent les pays qui sont pauvres. Alors, par conséquent, à partir du moment où les causes sont identifiées, il faut s'attaquer aux racines du mal. Et c'est pour cela que nous, notre position, qui est commune au président Keïta et moi-même, notre position, c'est qu'il faut plus de démocratie dans nos pays, il faut plus de sécurité dans nos pays, il faut plus de développement dans nos pays. Et c'est cela qui retiendra les gens, c'est cela qui empêchera ces spectacles qu'on constate de dizaines et de dizaines de morts à travers les déserts, à travers les océans, etc. Les deux chefs d'État ont aussi abordé la question du terrorisme au Sahel, un autre phénomène qu'ils se sont également engagés à combattre. Ensuite, le président de la commission électorale indépendante, accompagné par une délégation du CFEB et des experts du PNUD, ont effectué aujourd'hui une visite au niveau du magasin de l'OPVN et le Centre national de traitement des données électorales. Le but étant de se renseigner sur les conditions de conservation des matériaux non périssables et l'aménagement des salles de saisie. Le point avec Nafissa Adamou et Soumaïla Abdoulaye. C'est pour s'assurer des conditions de conservation et de sécurisation des matériaux non périssables de la Commission électorale nationale indépendante CENI, stockés au magasin de l'OPVN Lazare, que la délégation de la CENI, avec à sa tête le président de cette institution, une délégation du CFEB et des experts du PNUD ont effectué cette visite.
Dans ces magasins sont entreposés tous les matériels de la CENI, à savoir les urnes, les couvercles, le code électoral, la constitution pour ne citer que cela, ainsi que des armoires contenant les listes électorales du CEFEB. Deuxième étape de cette visite, le Centre national de traitement des données électorales. À ce niveau, les délégations se sont attardées à la salle de documentation où elles ont eu d'amples précisions sur la constitution du bureau de vote et le processus d'élaboration du fichier électoral. Ils se sont également rendus successivement à la salle de supervision de vacation où sont vérifiées les différentes listes avant et après saisie et à la salle de saisie où 400 agents sont sur le travail. La visite a pris fin par l'infirmerie et la salle de contrôle du centre. De retour au siège de la CENI, le président de cette institution et le coordonnateur du CEFEB tirent un bilan global de cette visite. Nous avons relevé que vraiment ce matériel est entreposé dans de très bonnes conditions et surtout les conditions de sécurité sont réunies. Mais à l'issue de l'entretien que nous avons eu avec les membres de la sous-commission logistique, c'est avéré qu'il y a nécessité de mettre à la disposition de la CENI un second magasin. Nous ferons toutes les diligences nécessaires pour que cette doléance soit satisfaite. Nous avons également visité le Centre national de traitement. Nous retenons à ce niveau que le processus se passe dans des conditions satisfaisantes, des conditions de sécurité de l'environnement et dispositif de l'environnement et du traitement de l'information. Là, vraiment, je dois saluer aussi et remercier le CEFEB pour le travail abattu. Le fichier est fait de manière la plus transparente. Et nous invitons d'ailleurs tout Nigérien ou groupement de Nigériens qui veulent réellement savoir ce qu'on fait. Vraiment, on les invite au niveau du CEFEB. On peut leur expliquer d'abord toute la chaîne et même leur inviter pour peut-être visiter nos différents centres de traitement et voir de visu comment en réalité le travail est organisé. Ces genres de sorties sont à pérenniser pour rassurer la population de l'organisation fiable des prochaines élections de 2016 par la CENI et le CEFEB. Le premier vol pour l'acheminement des pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque édition 2015 a quitté Niamey ce matin avec à son bord 500 pèlerins inscrits à l'agence Almanasik. Et c'était en présence de nos reporters Mahmoud Saleh et Boubacar Souley. C'est à 5h32 que le Boeing 747 de la compagnie Flynice a décollé de l'aéroport international Diori Hamani avec à son bord 500 pèlerins de l'agence de pèlerinage Al-Manasik pour le premier vol du Hajj édition 2015. Un départ effectué en présence du ministre de la Défense assurant l'intérim de son homologue de l'Intérieur, des représentants de l'ambassade d'Arabie Saoudite au Niger et des responsables du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho, à la grande satisfaction des pèlerins. C'est un sentiment de fierté et de satisfaction à l'endroit vraiment des autorités compétentes qui ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce 5e pilier de l'islam qui est le Hajj. Et fidèle à sa tradition, l'agence Al-Manasik n'a pas failli. Elle a tenu qu'elle va acheminer aujourd'hui à destination des lieux saints. Ces pèlerins, ils sont là en train d'être embarqués. Et ce qui est important, il faut retenir que contrairement aux autres agences, l'agence Al-Manasik n'a pas augmenté un centime. Je dis bien un copec. Je remercie le bon Dieu de m'avoir accordé cette opportunité pour faire le pèlerinage cette année. Vraiment, on est très contents d'être parmi les gens qui partent en premier lieu. Notre plus grand souhait, ce serait la paix et la tolérance. Très ému, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah a tenu à remercier les autorités de la 7e République qui n'ont ménagé aucun effort
pour respecter le calendrier jusqu'au premier vol du Hajj 2015. C'est l'émotion de voir 500 Nigériens monter dans un avion en direction de l'Arabie Saoudite, ce qui est pour eux un voyage sublime qu'ils ont préparé de longue date avec leurs économies. Donc les aider à organiser ce voyage-là, on est ému d'abord avant d'être fier. C'est d'abord l'émotion. Et vraiment, je suis ému, je suis tout à fait ému de constater qu'on a respecté un programme, qu'on peut respecter un programme. Et je suis surtout ému de voir qu'à nos côtés, il y a le gouvernement. Nous avons avec nous un représentant personnel du chef de l'État et du Premier ministre. Et ça, on ne le remerciera jamais assez. Il faut que les gens comprennent que le gouvernement attache beaucoup d'importance au Hajj et il le prouve. Je ne parle pas de tous les appuis qu'il nous apporte. Non, le fait d'être là à 7 heures-ci avancée de la nuit, ça prouve simplement que le Hajj pour le gouvernement, ça compte beaucoup. Ça veut dire que le Nigérien compte beaucoup pour le gouvernement. Parce que pour le Nigérien, le Hajj, c'est quelque chose. Donc c'est ce sentiment qui m'anime. Vraiment, je ne peux pas... Alors ce que je veux dire, je veux préciser ce que j'ai dit, c'est que les vols, il y en aura 25. Et on va transporter par charter 11 380 Nigériens, dont les 500, ce n'est que le début. Mais dans la programmation, il est prévu des jours de relâche. C'est le 11, le 13 et le 15. Il n'y aura pas d'avion, mais c'est programmé, c'est-à-dire que ce n'est pas un incident, c'est programmé comme ça. Donc quand les gens n'entendront pas les avions vont venir ces jours-là, non, c'est exprès, c'est déjà prévu. Prenant la parole à son tour, le directeur général de l'agence Al-Manasik a adressé ses remerciements aux autorités de la 7e République et tous les partenaires pour avoir rendu possible ce premier départ des pèlerins pour le Hajj 2015. Je remercie le bon Dieu qui nous a permis d'assister à notre premier vol Hajj édition 2015. Vraiment ça c'est une grande fierté pour nous et pour nos pèlerins aussi. Je remercie aussi tous nos partenaires qui nous ont aidés pour effectuer ce vol, le premier vol du Hajj au Niger. Et j'adresse aussi nos remerciements au président de la République, chef de l'État, et au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux membres du gouvernement. Sans oublier le commissaire au Hajj, en particulier M. Bel Garba, qui s'est investi pleinement pour la réussite du Hajj au Niger. Comme vous l'avez constaté, ici au Niger, on est parmi les pays les plus avancés dans l'obtention de visa. Donc on a eu nos visas à temps, et puis voilà, l'avion est là, on a débuté le vol. Donc vraiment ça c'est une grande fierté pour nous. Et puis vraiment on est très contents de comment ça s'est bien passé. Cette année, ils sont au nombre de 11 380 pèlerins nigériens inscrits pour le Hajj et qui seront tous acheminés en Terre Sainte à travers 25 vols charter. Bravo donc au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho pour avoir débuté cette année l'acheminement des pèlerins à temps. Le 5 septembre prochain se tiendra à Niamey un congrès sur l'allergologie. Dr Jacques Jean-Pierre, qui est médecin spécialiste des allergies et qui participera à la réunion, nous donne ici plus d'explications sur l'allergie. L'allergie, c'est une réponse inappropriée de l'organisme à un allergène qui est normalement bien toléré par la population générale. Sauf si vous êtes allergique, vous ferez une réaction. Il y a deux types de réactions. La réaction immédiate. Vous êtes en contact d'un allergène et vous allez faire des symptômes tout de suite. Le cas le plus connu, c'est l'asthme, c'est la rhinite, c'est la conjonctivite, mais ça peut être aussi l'urticaire, ça peut être un choc allergique. Voilà. Ça survient rapidement après le contact avec l'allergène. L'allergène, ça peut être un allergène respiratoire, ça peut être la poussière, les pollens, les animaux, ça peut être les aliments, arachides, les œufs, etc. Ça peut être un médicament. Vous pouvez avoir aussi une allergie non pas immédiate, mais une allergie retardée, qui va survenir, elle, plusieurs heures, plusieurs jours après le contact avec l'allergène. Ça va se manifester par de l'eczéma. Par exemple, une allergie au nickel, avec une réaction aux bijoux fantaisie riches en nickel. Ça vous fera de l'eczéma, éventuellement au niveau des oreilles, au niveau des doigts. Ça peut être aussi une réaction retardée à des médicaments. Vous prenez un médicament, vous allez faire une réaction au niveau de la peau qui va survenir plusieurs jours après avoir pris, et qui peut être plus ou moins grave. Ça peut des fois simplement faire quelques boutons, c'est pas bien méchant, mais ça peut faire aussi un décollement de toute la peau et vous entraîner
en réanimation, avec des accidents donc, qui peuvent être violents. Pour les explorer, différentes techniques. Et des techniques utilisées sont des techniques de faire des tests. Avant de faire des tests, il faut interroger les gens. Et l'interrogatoire est l'élément primordial de la consultation allergologique. Ensuite, une fois que l'interrogatoire a été fait, on va passer aux tests cutanés. Les tests cutanés, il y a différents types de tests. On peut faire ce qu'on appelle des prick tests, c'est-à-dire qu'on prend l'allergène, on pose une goutte de l'allergène sur la peau, et avec un petit bâtonnet, on picote. Et on regarde si ça va nous entraîner une réaction. Celle-ci, on regarde au bout d'un quart d'heure. Si c'est une allergie, vous aurez une petite boule qui va sortir, qui va gratter, avec une tache rouge autour. Et on sait à ce moment-là que vous avez une allergie à cet allergène. Ça, c'est explorer l'allergie immédiate, tout de suite. On peut explorer aussi en faisant des petites piqûres, des intradermaux. On injecte l'allergène et on regarde si ça entraîne une réaction ou pas. Ces deux tests, c'est pour explorer l'allergie qui survient tout de suite. Pour maintenant, l'allergie retardée, on fera des patchs. Des patchs, voilà un exemple de patch, dans lequel on met l'allergène, qu'on colle dans le dos. On va laisser 48 heures, au bout de 48 heures, on l'enlève et on lit. Donc regarde, c'est une réaction au niveau du test. S'il y a une réaction, c'est positif. On a pu faire un diagnostic de sensibilisation avec un interrogatoire, avec des tests cutanés. Généralement, surtout au niveau médicaments, ce n'est pas suffisant. Lorsque le bilan est négatif, on va le compléter par un test de réintroduction en milieu hospitalier. La rentrée scolaire 2015-2016 au niveau du secondaire, c'est dans moins de 2 semaines. Dans les directions régionales des enseignements secondaires, on s'active autour de l'orientation des élèves ayant réussi au BEPC. Pour les autorités, toutes les conditions sont réunies pour que la rentrée prévue pour le 15 septembre soit effective. Michel Deji et Saad Doumi pour le reportage. Sur les 9231 nouveaux brevetés ayant déposé leur dossier pour la demande d'orientation dans les lycées d'enseignement général au titre de la région de Niamey, seuls 6005 ont vu leur dossier aboutir, soit un peu moins des 2/3 des postulants. Pour être orienté, il faut avoir une moyenne de 10 sur 20 et être dans la fourchette de l'âge. Parce que même si on a 14, si on a l'âge est dépassé, le candidat ne sera pas orienté. Cet âge, ça va à 21 ans. Les listes sont affichées. Les directions départementales d'inspection de l'enseignement franco-arabe ont déjà leur liste. Les élèves et leurs parents peuvent aller les consulter au niveau de ces services. Au niveau de la direction régionale aussi, il y a des affiches. Les candidats peuvent venir voir. En ce qui concerne également les autres préparatifs, tout est presque terminé pour une bonne rentrée scolaire dès le mardi 15 septembre prochain, selon le directeur régional des enseignements secondaires. Tout est fin prêt par rapport aux préparatifs, parce que nous sommes en possession des fournitures destinées aux élèves du second cycle, et où chaque élève connaît déjà les kits, disons la composition des kits, dont le plus gros élément, ce sont les cahiers, et chaque élève du lycée a droit à 13 cahiers, plus les autres accessoires. La commission régionale d'affectation des enseignants est actuellement en train de siéger. Vous pouvez vérifier au niveau de la salle de réunion, ils sont en train de siéger. Je crois que ce sont surtout les gros préparatifs qu'il faudrait faire pour la rentrée scolaire, ou pour une rentrée scolaire. Il est à rappeler que la rentrée du 15 septembre prochain ne concerne cependant que les élèves du lycée. Celle des élèves du primaire et du collège est prévue se tenir au début du mois d'octobre. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a rencontré hier 2 délégations sportives en partance pour 2 compétitions africaines. Il s'agit de la délégation qui participera aux 11e Jeux africains de Brazzaville et le MENA national qui ira défendre les couleurs du pays au Burundi dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Compte rendu Ibrahim Tikire. Mesdames et messieurs,
Pour les rares fois que le président de la République accueille des sportifs à la veille d'une échéance, plusieurs enseignements sont à tirer. Au-delà du caractère officiel de la cérémonie, l'on peut se réjouir que le chef de l'État est désormais informé du sempiternel problème de financement que rencontrent les sportifs nigériens. Le coup de gueule porte les griffes du président de la Fédération nigérienne de football. C'est toujours les ressources financières pour accompagner justement notre équipe et en général nos sportifs. C'est vrai qu'on trime, le ministère des Sports trime, parce qu'il n'a pas suffisamment de crédit, il n'est pas, je dirais, gâté en tout cas côté budget. Ce qui fait que vraiment on peine. Actuellement nous sommes en compétition, nous n'arrivons pas à avoir les ressources déjà pour assurer l'encadrement technique qu'il faut prendre en charge, faute de ressources justement. Et ensuite les déplacements, comme l'a dit le ministre de suite, sont difficiles parce que un peu coûté et surtout du fait qu'on soit enclavé. On aura en tout cas besoin de ressources vraiment additionnelles pour pouvoir arriver à bon port, comme on dit. Voilà, le gros problème, c'est vraiment l'aspect financier. En répondant aux préoccupations du mouvement sportif nigérien, le président de la République, Issou Mahamadou, a justifié le manque de ressources financières allouées au sport. Une situation passagère selon le chef de l'État. Je voudrais, contrairement à ce qu'on dit souvent en sport, l'essentiel c'est de participer. Je souhaite qu'on fasse plus que participer. Je souhaite qu'on gagne. Je souhaite à travers le sport qu'on fasse connaître le Niger. Et je comprends par ailleurs que peut-être vous n'êtes pas toujours dans les meilleures conditions possibles pour réaliser les ambitions que je viens de mentionner. Le colonel l'a dit tout à l'heure dans son intervention. Les moyens sont très limités parce que malheureusement, il y a une priorité qui nous consomme beaucoup de moyens. Comme vous le savez, colonel, vous êtes mieux placé que nous tous ici pour le savoir. Beaucoup de moyens sont consommés par les problèmes de sécurité. Donc c'est autant de ressources malheureusement qu'on n'arrive pas à orienter vers les sports. Mais j'espère que cette situation n'est que passagère et que très bientôt le gouvernement va orienter davantage des ressources dans le domaine des sports, parce qu'on sait ce que le sport représente pour un pays. Comme on le voit, le sport nigérien va encore patienter pour être doté des ressources financières conséquentes de la part de l'État. Par ailleurs, signalons qu'au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a remis le drapeau national au chef de la délégation du Niger en partance pour les 11e Jeux africains de Brazzaville. La délégation du Niger comprend 35 membres dont 14 sportifs issus de 5 disciplines, à savoir l'athlétisme, le beach volley, la pétanque, le sport handicapé et le taekwondo. Concernant le MENA qui jouera ce 5 septembre en déplacement contre le Burundi dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017, le président de la République a souhaité bonne chance aux 11 nationales. Bosco Ntaganda est jugé à la haie. L'ancien chef rebelle congolais est accusé de crimes contre l'humanité pour des violences commises en Ituri entre 2002 et 2003. Le résumé de la première journée de jugement avec Stéphanie Mopa. Alors, c'est une journée qui a été consacrée à l'accusation. L'accusation a développé sa thèse contre Bosco Ntaganda. C'est 18 chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. 18 chefs sur lesquels Bosco Ntaganda a plaidé non coupable dès l'ouverture de l'audience. Et ensuite, le procureur a expliqué sa stratégie, quels sont les éléments, les pièces qu'il entend présenter au procès. Quelle est sa théorie? Et sa théorie, c'est que Bosco Ntaganda était le cerveau du groupe armé de l'UPC, l'Union des Patriotes Congolais, l'une de ces nombreuses milices qui sévissaient en Ituri, dans l'est du Congo, et qu'il aurait fourni la logistique, fourni les armes, entraîné des soldats, parfois des soldats de moins de 15 ans, des enfants, et qu'il aurait aussi ordonné de violer, de piller
et de tuer des civils. Voilà. Et au cours de ce procès qui s'ouvre donc aujourd'hui, le procureur entend présenter de nombreux témoins qui seront des experts médico-légaux, des historiens, des personnels des Nations Unies et aussi des insiders, des ex-alliés de Bosco Ntaganda qui sont aujourd'hui retournés contre lui. Alors, pour l'instant, c'est cette première journée d'audience. Demain, c'est la défense qui aura la parole et Bosco Ntaganda devrait s'exprimer en fin d'après-midi. La crise des migrants toujours à l'actualité. Près de 4500 réfugiés ont débarqué aujourd'hui au port d'Athènes. Les Autrichiens, quant à eux, se préparent pour accueillir les migrants. Pour la seule journée de lundi, 3500 migrants sont arrivés de Hongrie. Le point avec Julien Fanchouli. Quelques stands au fond de la gare, une poignée de bénévoles, mais une aide précieuse pour ces migrants qui affluent à Vienne depuis le début de la semaine. Ces jeunes Autrichiens se sont remontés les manches spontanément. Ils sont venus proposer de la nourriture, des packs d'eau et des produits d'hygiène. Nous entendons beaucoup parler des réfugiés dans les médias. Ils viennent vers nous et je pense qu'on ne peut pas rester chez nous les bras croisés, surtout quand cela se passe si près de nous. Ce lundi, 3650 migrants ont atterri ici, à la gare de Westbahnhof. Des Syriens, des Afghans, tous sont arrivés par le train de Hongrie, épuisés, mais accueillis par quelques locaux. Ils racontent le même calvaire. Sur le chemin, on nous a volé nos sacs, on nous a volé notre argent. Nous étions 10 au départ, mais nous n'étions plus que 2 à l'arrivée. Les autres ont été arrêtés par la police turque et sont retournés en Afghanistan. Après l'Autriche, la prochaine étape sera l'Allemagne. Certains ont déjà pu embarquer pour Munich ce mercredi et ils ne sont pas les seuls. 3500 demandeurs d'asile sont arrivés en Bavière depuis le début de la semaine. Un scandale en France, 40 000 personnes auraient travaillé au ministère de la Justice de manière non déclarée. Christine Taubira, ministre de la Justice française, dit prendre le problème à bras-le-corps. Dans les palais de justice, il n'y a pas que des juges. Il y a aussi des traducteurs, des experts, des interprètes. Au total, plus de 40 000 collaborateurs occasionnels employés par le ministère, des emplois non déclarés. Une trentaine d'interprètes ont porté plainte. Ces interprètes ne bénéficient d'aucune protection sociale, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit à des congés, ils n'ont pas le droit à une assurance maladie. Concrètement, lorsque un interprète se présente chez un médecin, il paye 100% de la consultation, pas de congé maternité, aucun des droits qui est reconnu à un salarié qui travaille pour un employeur. En clair, l'État ne paie aucune cotisation, ni à la sécurité sociale, ni à la caisse des retraites. En langage judiciaire, on appelle cela du travail dissimulé. Cette pratique n'est pas nouvelle. La garde des Sceaux est la première, face à l'ampleur du phénomène, à avoir commandé un rapport en 2012. Il s'est avéré, c'est ainsi que j'ai découvert le problème, que nous n'avions pas d'éléments précis sur le nombre de personnes concernées, ni sur leur statut exact, ni sur les conditions dans lesquelles ces personnes étaient rémunérées. Donc cette triple inspection a remis son rapport à l'été 2014 et depuis nous travaillons sur les préconisations de ce rapport que nous mettons en œuvre. Selon le ministère, les contrats des différents collaborateurs sont en cours de régularisation. 45 interprètes devraient notamment être recrutés avant la fin de l'année. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.